Cette maison contemporaine que vous voyez a été construite par Léo alors qu'il avait seulement 25 ans. Il a réussi à autoconstruire sa maison de 105 mètres carrés avec des conteneurs maritimes d'occasion. Ça lui a permis d'avoir non seulement une magnifique maison moderne, mais en plus de respecter un budget très serré de 80 000 euros. Salut Léo, merci de nous accueillir dans ta magnifique maison en conteneur maritime. Salut Julien, bienvenue. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as voulu faire ce type de maison un peu atypique ? Eh ben, il y a deux arguments principaux. Donc d'abord, c'est l'esthétique, un petit peu maison d'architecte comme ça, très contemporain, moi j'adore. Et puis après, il y a le budget, bien sûr. Pour avoir une maison comme ça, avec cette forme-là, si on était passé par un mode de construction classique, ça aurait été beaucoup trop onéreux. Okay. C'était vraiment structurellement, vu que toi tu avais ce déport, c'était pratique d'avoir les modules des conteneurs maritimes. C'est ça, voilà, c'est les modules qui te permettent déjà de faire cette forme-là. Et puis après, forcément, structurellement, il y a des choses à respecter pour renforcer tout ça. Mais voilà, les modules du conteneur te permettent de donner cette forme-là directement à l'installation. Et ça, c'est magique. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as aménagé l'intérieur ? Et ben donc toute la partie du bas, on va retrouver le séjour cuisine. Il y a aussi une chambre avec une pièce d'eau et des sanitaires. On a à peu près quoi, 55 mètres carrés, c'est ça ? 55 mètres carrés pour le bas, voilà. Donc au niveau des volumes, on a 2 conteneurs en bas et 2 conteneurs en haut. Donc on a les mêmes volumes. En haut, on n'a que 50 mètres carrés, on retire la trémie d'escalier plus le cloisonnement. Et donc le haut, c'est plus un espace nuit. Donc on va y retrouver un bureau et 2 chambres, dont la suite parentale avec une salle de bain intégrée. Et là, on a voulu se faire plaisir sur une grande pièce. Voilà. Ok. Et ouais, tu as bien séparé ton espace jour et nuit grâce à cette hauteur. Quoi. Ouais. Et ensuite, tu as profité aussi du déport des conteneurs pour faire une magnifique terrasse. Et ben voilà, donc la forme de la maison nous permet d'avoir une terrasse couverte comme celle-ci. Nous, il faut savoir qu'on vit beaucoup dehors et donc c'était primordial d'avoir cet espace de vie à l'extérieur, en sachant que voilà, la superficie de la maison reste quand même très raisonnable. Mais encore une fois, cette grande terrasse-là, ça apporte vraiment quelque chose à la maison. Je te propose qu'on aille se poser pour que tu m'expliques un peu tout le processus de construction de cette maison conteneur. Et ben on y va. Est-ce que ça a été facile d'obtenir le permis de construire pour une maison atypique en conteneur maritime ? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de te répondre oui, comparé aux idées reçues. Maintenant, il faut savoir que la rédaction du permis de construire, donc j'ai fait ça en autonomie, et déjà ça c'est très fastidieux. En sachant que j'étais complètement novice dans le domaine, j'ai essuyé 2 refus avant de voir mon permis de construire accepté. Okay. Il a fallu que je me débrouille avec les outils que j'avais à ma disposition, à savoir des logiciels absolument pas spécifiques pour réaliser des plans. Mais la finalité, c'est que j'ai réussi et qu'aujourd'hui, la maison est sortie de terre et bientôt finie. Maintenant, ici, il faut savoir qu'on est en zone bâtiment de France, donc dans un périmètre historique. On a l'église du village qui est classée monument historique. Et donc en gros, on est dans la pire des situations pour obtenir un permis de construire, puisqu'on dépend des architectes des bâtiments de France qui, eux, ont leur mot à dire sur le permis de construire. La maison conteneur, ce qui va compter, c'est son aspect fini. Donc en fait, j'ai envie de dire, peu importe que ça soit une maison conteneur ou une maison plus traditionnelle. Donc si moi, ici, j'ai réussi à avoir un permis de construire avec toutes les contraintes que j'avais pour ma maison conteneur, c'est parce que c'est possible à peu près partout en France. Effectivement, le permis, c'est vraiment la première étape de tous les projets de construction et ça peut être assez galère parce que c'est l'administration française, quoi. Il y a plein de paperasse à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai lancé un service, Ma Maison Conteneur, où le but, c'est d'aider les gens à faire leur permis de construire, à l'obtenir rapidement et à pouvoir se lancer très vite dans le cœur du sujet, c'est-à-dire construire la maison. Mais tu disais, c'est pas le seul problème administratif que tu as eu. Il y a eu aussi obtenir un prêt pour une maison en autoconstruction. Ça, c'était un deuxième défi. Ah, ça, c'était un sacré défi, oui. Déjà, il faut savoir qu'en autoconstruction totale, donc comme moi j'ai fait, on ne peut pas passer par un financement classique, c'est-à-dire un prêt immobilier. Aujourd'hui,
il n'y a aucune banque qui voudra prêter à un total autoconstructeur comme je l'étais. Donc j'ai dû financer mon projet différemment. Ici, on est sur un budget très raisonnable de 80 000 euros. J'ai amené 30 000 euros de mon épargne personnelle. Et à côté de ça, j'ai dû faire 2 crédits conso qui sont affectés travaux à des taux différents. Donc 1 à 2% pour 20 000 euros parce que j'avais moins de 26 ans à cette époque-là. Et un de 30 000 euros à 3,3%. Donc voilà, déjà je suis mal tombé parce que c'était la période où les taux étaient très hauts. Mais en tout, j'emprunte 50 000 euros. Quand on additionne le tout, ça fait quand même un remboursement total qui est très raisonnable puisque c'est une petite somme malgré que ça soit des crédits consommation. Les crédits consommation, ça veut dire que c'est sur combien d'années? Alors j'ai un crédit qui est sur 6 ans et le deuxième de 30 000 euros, il est sur 10 ans. Donc dans 10 ans, on peut se dire que la maison, elle m'appartient. Voilà. Donc le crédit consommation, c'est une bonne astuce, mais le problème, c'est que tu ne peux pas emprunter sur 25 ans. Tu es obligé d'emprunter à des taux un peu plus élevés et sur un temps très court. Oui, mais c'est pour ça que voilà, ça correspond à l'autoconstruction totale, puisqu'en fait, finalement, l'argent qu'on dépense, c'est uniquement des matériaux, et c'est pour ça qu'on arrive à construire dans des budgets très raisonnables. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de réaliser une autoconstruction, peut-être en partant de plus ou moins loin, mais aujourd'hui, on a tellement de sources d'informations que c'est possible pour tout le monde. Et bien justement, tu vas nous expliquer un peu, étape par étape, comment tu as construit cette magnifique maison. Et bien avec plaisir. Si Léo a réussi à autoconstruire une maison si peu chère, c'est en grande partie car il a beaucoup acheté en occasion. Non seulement c'est plus écologique, mais en plus ça permet de faire beaucoup d'économies. Tout ce que je viens de dire, c'est valable pour les maisons, mais c'est aussi valable pour votre voiture. Vous pouvez acheter des pièces d'occasion dans des casses automobiles. C'est peut-être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a le partenaire d'aujourd'hui, Ovoco, qui propose d'acheter des pièces détachées en ligne auprès de plus de 4000 vendeurs européens, dont beaucoup de casses automobiles justement. C'est une solution tout en un et sans aucun risque puisqu'on a une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Sur l'application, on n'a qu'à rentrer notre plaque d'immatriculation, ce qu'on recherche, donc par exemple une vitre arrière pour ma voiture parce que c'est souvent ça qui peut péter. Et hop, voilà, d'un coup, j'ai toutes les vitres latérales arrière que je peux trouver en Europe, pas cher, d'occasion, livrées chez moi rapidement. Bref, c'est très pratique. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une réduction de 15% sur les frais de livraison avec le code Julien Malara. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. La première étape de la construction, c'était les fondations. C'est ça. Donc les fondations ici, ça s'est fait en 3 temps, j'ai envie de dire. Il y a eu d'abord le creusage. Après, on fait un premier plot enterré. En tout, il y a 12 plots de fondation, pardon, et plus une longrine béton qui se trouve pour supporter l'arche de l'étage. Et donc ces 12 plots-là, ils ont d'abord été creusés. Ensuite, on a coulé les plots enterrés. Et puis après, dans un deuxième temps, on est venu faire des coffrages pour faire les pilotis. Donc les pilotis, ces pilotis-là, ils ont reçu une platine métallique qui était directement coulée dedans pour pouvoir souder les conteneurs après dessus. Et ces pilotis-là, ils font 60 cm de hauteur, ce qui crée aujourd'hui un vide sanitaire sous la maison qui a permis de l'isoler par le dessous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'artificiellement, le terrain il a été remonté pour arriver à zéro au niveau de la maison. Ok. Et ensuite, tu as commandé tes conteneurs et tu les as fait livrer sur tes fondations. Oui, alors, les 2 premiers conteneurs sont arrivés. J'ai choisi de faire la manutention tout seul. Ça a été assez compliqué. Un télescopique plus un élévateur, je vous le déconseille. Si c'est des conteneurs à manœuvrer sur du plein pied, 2 télescopiques, ça peut le faire. Sinon, il va falloir faire appel à une entreprise de grutage. Et c'est ce qu'on a fait pour les conteneurs de l'étage. Ouais. Un conteneur, ça fait 4 tonnes. Mais par contre, c'est très encombrant. Donc au niveau du poids, ça va. Mais c'est l'encombrement qui fait que ça peut vite devenir dangereux. Okay. Et tu avais pris des conteneurs iCube, donc 2,70 m de hauteur sous plafond. C'est ça, les conteneurs 40 pieds iCube, donc qui sont les plus grands conteneurs du marché, la taille d'un Smirmark, avec une hauteur un peu supérieure par rapport aux conteneurs dry, qui sont les conteneurs normaux de 1,40 m intérieur.
Et donc tu les as pris aussi d'occasion, de dernier voyage, parce que c'est moins cher et que tu n'avais pas besoin d'avoir du neuf, quoi. Oui, exactement. Et puis il y a aussi le charme de se dire que les conteneurs ont fait 3 fois le tour du monde. Ça, Ouais. je trouve ça génial. On retrouve un petit peu les cabosses des conteneurs de par leur vie maritime à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est super. Et il y a aussi l'aspect économique. Et après, là, pour tenir les 2 conteneurs du haut, tu as dû créer une arche en poutre métallique, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, il y a une arche qui est faite avec des poutrelles métalliques. Les poteaux, c'est des HEA, donc de 120. Et après, on a un HEB qui est noyé aujourd'hui dans l'isolant et le bardage, qui lui est de section 240 et qui vient soutenir les 2 conteneurs de l'étage. Sur ce HEB se reposent les coins ISO des conteneurs de l'étage et ils sont soudés à l'arche. Et cette arche-là, elle est posée, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur une longue grille de béton, voilà, avec le ferraillage et les plots dessous. Et de l'autre côté, les conteneurs sont posés sur les conteneurs d'en dessous. Mais tu me disais, c'est pas forcément assez puissant les 2 conteneurs en dessous pour tenir les 2 du dessus. Il faut mettre des renforts. Alors voilà, un conteneur, dans sa vie maritime, il est fait pour être chargé à 38 tonnes de mémoire. Mais ça, c'est quand il a sa structure intégrale. Dans une maison conteneur, c'est pas le cas. Et donc, on doit renforcer les conteneurs. Donc ici, déjà, au-dessus de la terrasse, on a 7 mètres de longueur. Donc là, on a dû mettre des traverses qui sont des IPE, qui viennent renforcer le plancher, puisqu'on a coupé l'intégralité des parois des conteneurs en jonction pour ouvrir l'espace, pour faire finalement qu'un grand espace. Et après, au-dessus des autres conteneurs, donc on se sert des poteaux extérieurs des conteneurs du bas pour faire reposer les conteneurs du haut, mais à l'endroit où il n'y a pas de poteaux de conteneurs, par exemple ici, il y a des poteaux de descente de charge qui descendent directement en face des fondations. Donc si je schématise, les conteneurs du haut, si on enlève les conteneurs du bas, ils tiennent. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible, bien sûr, parce que tout est soudé, mais c'est vraiment pour schématiser. On peut pas avoir cet effet de boîte à chaussures écrasée, quoi. La deuxième partie structurelle un peu compliquée de ton chantier, ça a été faire une trémie d'escalier. Ouais, alors compliqué, je sais pas si c'est le mot, parce que finalement, en fait, ça se réalise assez simplement une fois qu'on a les conteneurs devant, mais bon, il faut s'imaginer comment c'est construit un conteneur. Donc dans le conteneur, on a un plancher bois. Ce plancher bois, on l'a déjà retiré, c'est un contreplaqué marine qui est très épais, il fait 30 mm. Pour le retirer, il est vissé, hein, donc forcément, comme le conteneur il a 15 ans de vie, les vis elles sont défoncées, c'est plutôt compliqué à retirer. Et après, donc il y a des traverses métalliques qui joignent les 2 longerons de chaque côté. Et ces traverses métalliques-là, elles sont à anthrax de 28 cm de mémoire. On est venu les couper et on crée notre trémie d'escalier. Et t'as pas de questions structurelles particulières à avoir. De toute façon, le trou est trop petit pour que ça change toute l'intégrité physique du conteneur. Exactement, parce que le contreventement du plancher est réalisé par tout le reste le contreventement du conteneur, pardon, est réalisé par tout le reste du plancher qui est encore existant. Ok. Donc finalement, c'est pas si compliqué de faire un étage. Non, c'est pas si compliqué. Pas sur l'escalier en tout cas. Voilà. On verra plus tard sur d'autres points. Exactement. À l'intérieur, tu as gardé tes murs de conteneurs apparents. Est-ce que toi aussi tu as galéré pendant un mois ou plus à sabler ou à poncer? Comment tu as dû faire? Alors moi je suis pas passé par le sablage, j'ai poncé, on a poncé et on a poncé succinctement, on a insisté sur les zones qui étaient les plus abîmées, donc il faut retirer la rouille et en fait l'objectif c'est surtout d'avoir une surface plane, donc là où le conteneur est griffé, il faut redescendre jusqu'à la tôle et puis ensuite par-dessus ça on vient remettre une laque, donc nous c'est une laque à l'eau, exprès prévue pour le métal, hein, et une peinture de qualité bien entendu pour que ça soit durable. Peinture à l'eau et pistolet peinture, c'est ça? Ouais, alors c'est un airless, Ouais. donc c'est un pistolet électrique, hein, et on est venu pulvériser avec ça. Et donc ça va très vite. Hein. Et la peinture à l'eau fait pas rouiller justement le conteneur à certains endroits? Alors il a fallu mettre un après sur les zones qui étaient nues, et pour le coup c'était un après polyuréthane. Ok. Et en plus, cette peinture, ça te permet de fixer les polluants, on va dire, à la paroi et d'éviter que ça se balade Exactement, dans en ton fait air, cette peinture-là, elle ferme le support et donc rend l'atmosphère plus vivable au quotidien.
Et ensuite, tu as mis ton parquet, tu as fait ton faux plafond qui t'a permis de faire passer toutes les parties techniques de la maison. Parce que vu que tu n'as pas de placo sur les murs, il fallait tout faire passer à un endroit. Donc ça, c'est assez pratique. Et tu me disais, tu as tout isolé par l'extérieur. C'est ça. L'objectif, donc, c'était vraiment de réaliser une enveloppe, comme on sait que thermiquement, le conteneur en acier, c'est vraiment pas viable si on laisse des parties apparentes en extérieur. Donc par le dessous, je suis venu visser des plaques de polyuréthane de 10 cm d'épaisseur avec des vis autoforantes directement dans les traverses. Pour les murs, j'ai soudé des tiges filetées sur lesquelles je suis venu embrocher mon isolant 160 mm en polyuréthane toujours. Ensuite, après, on a un litonnage vertical. Les tiges filetées permettent de le régler pour obtenir une surface finie parfaitement rectiligne. Ensuite, on a le pare-pluie qui est embroché dessus, qui est agrafé dessus, pardon. Après, on a notre contre-litonnage qui est lui horizontal pour venir accueillir la finition, c'est-à-dire le bardage. Et enfin, pour le toit, l'isolation du toit, j'ai réalisé des caissons en OSB totalement fermés dans lesquels on est venu projeter 40 cm de laine de verre. Et après, par-dessus, un pare-pluie, toujours notre litonnage et le bac acier pour la finition. Et alors, pourquoi ce choix de mettre de la laine de verre sur le toit et du polyuréthane sur les murs et le sol? Pour le toit, c'est parce que j'ai eu un plan pour avoir l'isolant pas cher. Okay. Et pour l'utilisation du polyuréthane, c'est parce que c'est un matériau imputrescible et donc c'est le seul matériau auquel je faisais confiance pour une isolation par l'extérieur. Oui, parce que tu n'as jamais de problème d'humidité, d'eau qui détruirait l'isolant. Il est immortel quand même. Exactement. Aujourd'hui, on a un pare-pluie qui recouvre tout ça, mais il faut savoir que ce pare-pluie, il a uniquement un intérêt esthétique pour notre bardage à claire-voie, pour avoir un fond noir derrière. Il n'y a absolument aucun problème d'étanchéité. Le gros avantage du polyuréthane, comme tu le disais, surtout en autoconstruction, c'est que tu peux difficilement faire des erreurs. Voilà, il n'y aura pas de problème d'humidité, d'eau qui va détruire ton isolant. Par contre, il y a d'autres inconvénients. C'est ça. Donc déjà l'isolation phonique, donc qui est mauvaise avec le polyuréthane. Ouais. On a le déphasage, donc le confort d'été forcément qui va être amoindri. Et puis enfin, il y a le côté polluant aussi. C'est un produit chimique à base de pétrole, donc forcément. Voilà. Tu as réussi à construire ta maison conteneur de 105 mètres carrés pour 80 000 €. Comment est-ce que tu as fait pour respecter ce budget qui est quand même très serré? Déjà, moi, j'ai la chance d'être artisan donc dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai pu avoir des comptes pro chez divers fournisseurs, ce qui me donne des avantages, mais ça fait pas tout. Il y a d'autres alternatives, notamment acheter des matériaux d'occasion. Donc les 2 baies vitrées ici sont finalement des erreurs de mesure qui ont été vendues dans une entreprise spécialisée qui rachète tout ça, tous ces invendus en fait chez les grossistes. Par exemple, pour l'isolant aussi, donc l'isolant, le polyuréthane, les panneaux de polyuréthane, c'est du second choix. Je l'ai fait venir directement d'Espagne, donc ça m'a permis de diviser le coût de l'isolant par 2. Le système de chauffage, je me suis bien renseigné parce que je voulais un matériel performant, mais le système qu'on a actuellement, c'est pas une marque connue. Et pourtant, c'est exactement le même système que des très grandes marques, c'est juste badgé différemment. Et puis enfin le bardage, là aussi on a fait une belle économie, c'est qu'on a acheté notre bardage en Syrie que je suis venu ensuite raboter à l'atelier. Donc on arrive à un bardage à 15 € le mètre carré fini et ça c'est quand même imbattable quoi. Ok. Donc toi t'es pas allé dans les grandes surfaces de bricolage pour acheter tout ce qu'il te fallait, t'as fait beaucoup dans la fourniture professionnelle quoi. Alors pour les matériaux de première œuvre, oui, voilà, surtout. Mais d'ailleurs, en construisant cette maison, j'ai appris à aimer les grandes surfaces de bricolage parce qu'il y a des produits d'appel qu'on trouve chez eux
à des prix qui sont juste hallucinants. On trouvera jamais moins cher ailleurs. Je m'explique, les plaques de plâtre, les rails à placo, enfin voilà, tous ces produits d'appel là, c'est impossible de trouver moins cher que chez eux. Et est-ce que tu peux me détailler un petit peu chaque partie du prix de ta maison? Donc les fondations, ça nous a coûté 1 500 €. Les conteneurs, donc ça comprend le grutage et le transport, 10 000 €. Tout ce qui est renfort structurel, donc les poutrelles acier, les tubes acier, etc., environ 4 000 €. L'isolation, 7 000 €. Le bardage, 7 000 €. La toiture, 4 500 €. La terrasse, avec sa structure, 2 000 €. Le sol, donc qui comprend le ragréage et la peinture des parois conteneurs, 6 500 €. Le système de chauffage dans sa globalité, 7 000 €. La plomberie et électricité, réseau, 3 500 €. Et ensuite, il nous reste 27 000 € qui correspondent à l'aménagement intérieur, donc les salles de bain, les chambres, les cloisons, etc. Voilà, sur ce poste-là, on peut largement diminuer le coût, mais maintenant ça dépend quel service on attend dans sa maison et quel confort de vie surtout on veut avoir. Et donc ce qui nous fait bien un total de 80 000 €. Je voulais qu'on termine cette vidéo en reparlant un peu de l'autoconstruction. Parce que tu m'avais dit tout à l'heure que voilà, au début tu partais sur 1 an de chantier pour ta maison conteneur et finalement ça t'a pris 2 ans. Moi j'ai été dans la même situation, j'avais dit 6 mois, dans 6 mois c'est bon il y a une maison et ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans aussi. L'autoconstruction c'est accessible mais c'est pas si simple que ça et je voulais que tu nous racontes un peu toi comment ça s'était passé. Nous, pourquoi 2 ans? Eh ben, parce que forcément, des fois, il y a des baisses de régime par rapport aux emplois du temps professionnels aussi. Forcément, il faut maintenir l'activité professionnelle à côté. Donc moi, je suis artisan, j'organise mon temps comme je le souhaite, mais mine de rien, j'ai quand même des contraintes. Et ces contraintes-là, je ne peux pas y pallier. Et tu bossais combien de jours par semaine dessus? Alors déjà, on va scinder en deux. La première année, j'ai vraiment bossé à fond. Sur la deuxième, j'ai un petit peu ralenti jusqu'à aujourd'hui. Mon activité professionnelle, je l'ai gardée telle quelle, comme avant la construction. Je bossais classiquement, en débauchant, sachant que je travaille juste à côté de la maison. En débauchant, je venais sur le chantier et puis les week-ends, forcément, j'y passais un peu plus de temps. Je ne m'autorisais pas à débaucher après 21 h pour quand même passer du temps avec ma compagne. Et si je lisse ça sur la semaine, c'est comme si je travaillais sur la maison 5 heures par jour. Un petit peu plus le week-end, un petit peu moins la semaine. En plus de tes 40 heures à peu près sur ton Oui, métier, voilà, quoi. oui, 40, 50 heures sur mon activité professionnelle, ça dépend. Et encore une fois, sur quelques points clés de la construction, je me dégageais le temps dont j'avais besoin. S'il fallait se prendre un mardi pour venir réceptionner les conteneurs, c'était pas un souci pour moi, étant donné que je suis artisan, je suis à mon compte. Et si tu avais un dernier conseil à donner, ou plusieurs même à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'autoconstruction d'une maison en conteneur maritime, ce serait quoi? Déjà, bien préparer le projet. Si c'est un projet de totale autoconstruction, pour moi, le seul intervenant extérieur indispensable, ça va être le bureau d'études structure, surtout si vous avez un projet comme le mien, avec un étage. Mais voilà, dans un projet d'autoconstruction, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'il y a un isolement, forcément on s'isole de notre cercle proche parce qu'on est à fond sur le chantier, etc. Et ça, c'est bien un conseil que j'ai à donner aux futurs autoconstructeurs, c'est faites très attention à ça parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais mine de rien, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur notre environnement et surtout sur le moral. Et c'est, je pense, pour ça que j'ai baissé un petit peu d'intensité sur la deuxième année, parce que voilà, à un moment, on pète un boulon, à être tout le temps, à penser toujours à la même chose, nuit et jour, ça nous empêche de dormir, etc. La vie sociale, c'est essentiel et on a besoin de toutes ces interactions-là. Et donc, aujourd'hui, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Si je recommence une autoconstruction, et c'est sans doute ce qui se passera dans le futur, je gérerai mon temps différemment. Et tu regrettes pas finalement de ton choix de maison? Ah, je regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. Eh ben, c'est un bon mot de la fin.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On y passera tous les deux pour répondre un peu à toutes les questions peut-être plus techniques ou tout ce qui vous passe par la tête. Et puis à très bientôt pour d'autres reportages de maisons conteneurs, de maisons écologiques et d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir accueillis. Salut.